Pendant cette conversation, on va discuter de la représentation des personnes victimes de violences à caractère sexuel dans le système de justice civile. Plus particulièrement, on va parler de l'approche multidisciplinaire développée chez Juripop dans l'accompagnement des personnes victimes. En parallèle, on va aborder les inévitables longueurs et écueils de ce parcours, mais surtout le pouvoir de réparation que peut avoir le système de justice sur les personnes qui le traversent. Nos jurys balados permettent aux juristes et autres professionnels de la communauté juridique de se former sur certains sujets précis et de s'ouvrir à des enjeux qu'ils ou elles rencontreront très certainement dans leur pratique auprès des personnes victimes et survivantes de violences. On s'arrête un instant pour vous dire que ce balado parle de violences conjugales et de violences à caractère sexuel. Bien contente d'en traiter avec douceur, c'est un sujet qui pourrait vous bouleverser. Dans ce balado, je vais m'entretenir avec Alexandra Fallel et Mallory Comtois. Alexandra, tu es avocate pour Juripop. Tu travailles au sein des services aux personnes victimes et survivantes de violences dans notre volet en violence à caractère sexuel. Tu accompagnes et représentes les personnes victimes et survivantes dans leur recours en dommages et intérêts contre l'auteur des violences qu'elles ont subies. Bref, tu participes à leur reprise de pouvoir et à rendre sécuritaire leur parcours dans le système de justice. Mallory, tu es travailleuse sociale. Tu travailles comme spécialiste clinique chez Juripop dans notre volet des services en violence à caractère sexuel. Au quotidien, tu travailles étroitement avec les avocates pour évaluer les différents besoins des personnes que Juripop représente, en plus de participer à l'orientation des stratégies juridiques afin d'assurer une approche sécuritaire et humaine. Allô, mesdames! Bonjour Justine! Comment vous allez? Très bien, très excitée d'être là aujourd'hui. Même chose. Ça me fait plaisir qu'on puisse discuter ensemble de la pratique en droit civil auprès des personnes victimes de violences à caractère sexuel. Puis c'est important pour moi de débuter avec un peu votre parcours, puis surtout votre vision de ce qui est cette pratique. Toi, Alexandra, qui a pratiqué en fait plusieurs années en grand bureau, je vais le mettre entre guillemets, comment est-ce que tu vis cette expérience d'œuvrer auprès des personnes victimes directement? C'est un énorme changement. Effectivement, je pratiquais dans les plus grands bureaux avec une clientèle qui était des entreprises, des professionnels, des personnes qui sont plus nantis. Et je dirais que c'est tout ce qui m'a amené à arriver chez Juripop et à représenter les personnes victimes et survivantes de violences sexuelles. Ça a été quand même un bon parcours où je me suis questionnée, où avec le mouvement, moi aussi en 2020, je me suis posé beaucoup de questions sur mon rôle dans le système de justice, même si je pratiquais pas en criminel, même si j'étais plus sur le volet civil. Et avec le pas de recul que le congé de maternité m'a permis en 2022, avec le fait de tomber par hasard sur des jurys balados et sur des formations Juripop, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait déjà plein d'autres professionnels sur le terrain qui essayaient de pratiquer le droit autrement, utiliser les outils qu'on a déjà en notre possession, les juristes, pour mieux accompagner les personnes victimes et survivantes de violences à caractère sexuel. Donc, c'est comme dans cette lignée-là un peu que j'ai décidé de faire le saut moi aussi. Puis là, aujourd'hui, je pratique complètement différemment. J'utilise le droit pas juste en l'appliquant puis en suivant le cadre qu'on nous a appris à l'université, mais vraiment en essayant de trouver des solutions différentes. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est qu'on ne refait pas nécessairement la roue, mais on voit ce qu'on a appris puis ce qu'on connaît d'une manière différente. Exactement, exactement. Donc, à la place de seulement appliquer le droit comme on l'a appris, mais c'est de penser à des solutions qui sont différentes puis qui sont plus personnalisées pour les personnes victimes et survivantes qui doivent passer à travers un processus civil. C'est drôle parce que je me dis, Mallory, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais toi qui as travaillé pendant plusieurs années auprès des personnes victimes et qui a été témoin, en fait, en les accompagnant de leur expérience du système de justice, est-ce que de ton côté, tu es un peu plus dans la posture, je savais que tout ça existait, puis j'espérais donc que les avocats ou en fait les professionnels du système de justice aient ce moment d'illumination dont Alexandra parle. Vraiment, je pense que mes attentes, quand j'ai commencé à travailler chez Juripop,
en termes de comment un avocat pratique, comment un avocat ou avocate va interagir auprès d'une personne victime ont été vraiment changés. Au sens où je le vois effectivement comme Alex que c'est possible de travailler de façon sensible, bienveillante, en appliquant des choses qui existent déjà, en prenant des risques aussi, parfois, en plaidant des nouvelles choses. Ça, c'est le côté un peu plus juridique. Sinon, pour ma part, quand même si ça fait environ 10 ans que je suis intervenante auprès de personnes victimes de violences à caractère sexuel, c'est différent d'être vraiment témoin de comment ça se passe concrètement dans les étapes du processus civil versus les échos que j'entendais dans le passé. Est-ce que la différence, est-ce qu'elle est au niveau de ta compassion envers les professionnels ou au contraire, elle suscite encore plus d'indignation? Je pense que c'est 2 bons points. Compassion pour mes collègues, clairement. Je pense qu'elles sont très courageuses, parfois d'œuvrer dans un système qui adhère aussi à la culture du viol, qui parfois aussi reproduit certaines violences sexistes. Mais c'est pas toujours le cas non plus, mais de se présenter avec des stratégies puis de pas toujours savoir comment elles vont être accueillies aussi. Beaucoup de respect pour ma collègue et mes collègues par rapport au système. Par contre, je sens quand même aussi une volonté d'améliorer les choses, de changer les choses aussi. Là, ça peut redonner de l'espoir, mais c'est certain que parfois... et souvent, peut-être plus possiblement, là, il y a encore des obstacles pour les personnes victimes là, Puis, dans ce processus-là. Je suis curieuse, Alexandra, de savoir, dans les choses peut-être toutes simples, voire juridiquement plus compliquées, où est-ce que tu considères avoir fait un changement important, voire drastique. Puis en préparation, on le disait, puis je vais le nommer parce que je trouve l'anecdote cocasse. Il n'y a pas tant d'années, tu travaillais avec des clients propriétaires de compagnies de VR. Et puis là, maintenant, on pourrait dire que c'est un changement drastique de clientèle. Quelles sont des manifestations simples ou plus complexes de ce changement-là dans le quotidien pour toi? Mais je dirais que, oui, pour n'importe quelle entreprise ou personne qui n'est pas dans une situation de vulnérabilité, le système de justice, il n'est pas simple. C'est quand même, c'est costaud, mais ça ne demande pas les adaptations puis la personnalisation qui est nécessaire dans les dossiers qu'on traite, nous, avec les personnes victimes et survivantes de violences à caractère sexuel. Donc, c'est sûr que, par exemple, toutes les étapes du processus civil, que ce soit, par exemple, un interrogatoire au préalable, mais la préparation qu'on va faire pour préparer une personne victime à son interrogatoire, c'est complètement différent de ce que j'aurais fait avec, le propriétaire d'un concessionnaire de VR ou un professionnel dans le domaine de la construction. On est complètement ailleurs. Donc, oui, il faut une préparation qui est complètement différente. On s'assure de couvrir un volet clinique grâce à ma chère collègue Mallory. On s'assure également, que la préparation, par exemple, à un interrogatoire, que ça se fasse sur plusieurs séances, qu'on soit préparé à recevoir un récit qui est très traumatisant également, et de préparer vraiment la personne à savoir ce qui l'attend, quel genre de questions on va lui poser, de tout amener ça, mais d'une façon qui est sensible, puis qui respecte aussi le rythme de la personne puis les besoins de la personne en termes de préparation. C'est pas du tout quelque chose... oui, je préparais très bien mes témoins, mais c'est pas du tout ce niveau-là là, de préparation puis de détails là, que je faisais antérieurement dans ma pratique. Puis, Mallory, de ton côté, je suis curieuse d'entendre peut-être un de tes a priori que tu pouvais avoir avant de travailler main dans la main avec les avocats qui aujourd'hui est disparu ou en fait, sans être disparu, qui a évolué. Clairement, je pense que j'avais mes préjugés aussi, possiblement. Je ne sais pas si dans ce sens-là. Mais mes préjugés aussi en lien avec des échos que j'avais eus, que parfois, par exemple, certains avocats ou procureurs étaient plus ou moins sensibles dans leur façon d'interagir. Puisque je vois de la part de mes collègues, c'est beaucoup cette préoccupation-là d'éviter de revictimiser ou de faire de la victimisation secondaire.
comment aussi le bien-être des personnes qu'on accompagne leur tient à cœur, comment elles souhaitent aussi développer leur côté un peu plus clinique, justement, de faire des interventions hyper sensibles. Parfois, elles sortent aussi de leur rôle purement juridique pour devenir, elles aussi, un peu intervenantes au final. Oui, bien, on le dit souvent, ou en tout cas, si on le dit pas, c'est un secret de polichinelle que l'avocat, dans son rôle dans différents domaines de droit, puis où à différentes étapes, devra chausser les souliers d'une intervenante ou d'un intervenant. Donc, autant savoir comment bien le faire. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est possible d'avoir une approche sensible, même si on travaille en droit civil, même si on a représenté des propriétaires de compagnies de véhicules récréatifs. Puis, je trouve ça rassurant. Moi, ce que je vous demande, c'est de m'amener un peu là, la personne, du moment où on la rencontre pour la première fois jusqu'à éventuellement obtenir gain de cause pour elle. Comment ça se passe? Je pense que c'est important de garder en tête qui on reçoit quand on rencontre premièrement une personne victime de violences à caractère sexuel, au sens où elle vient nous exposer son récit traumatique. Elle vient nous exposer un ou des événements qui sont produits dans sa vie qui sont très sensibles pour elle, qui ont probablement eu des conséquences, qui ont possiblement encore des conséquences, d'où l'importance d'avoir une approche sensible. Idéalement, habituellement, quand on a un récit traumatique, on ne va pas nécessairement aller dans les détails, car ça peut réactiver le trauma, ça peut réactiver des symptômes aussi liés au trauma. Mais dans notre pratique, on n'a pas le choix d'aller en détail pour les présenter éventuellement en cours civil et également dans le détail des conséquences. Le fait de parler des détails peut être réactivant, comme j'ai dit. Donc, dans une meilleure pratique, c'est de prendre le temps, donc de ne pas être pressé quand on rencontre quelqu'un, de possiblement l'étaler en plusieurs rencontres, de laisser à la personne victime le choix de dévoiler certaines choses à son rythme, idéalement, de prendre des pauses, de penser aussi à son confort physique. Ça peut être des choses simples comme est-ce qu'elle a besoin d'un verre d'eau? Est-ce qu'elle est à l'aise qu'on ferme ou ouvre la porte? Est-ce qu'elle voudrait fermer sa caméra, par exemple, si on est en téléconférence? Donc, aussi des mesures physiques de sécurité. Donc, ce que tu nommes là, pour n'importe quel avocat-avocate qui ne sait peut-être pas encore quel est l'objet de la demande de la personne qu'il ou elle rencontre, c'est d'avoir tout de suite ça en tête, la possibilité et entre parenthèses, le besoin probablement de l'éventuel client-cliente à ces petites adaptations-là, mais qui vont faire vraiment la différence en tout début de parcours, en fait. Tout à fait, tout à fait. Pour que déjà, aux premiers abords, ça soit davantage sécurisant, que la personne sente qu'elle a un contrôle aussi. On ne veut pas recréer non plus un climat qui ressemble à un climat de violence sexuelle où la personne se sent impuissante, par exemple, sans qu'elle perde le contrôle sur le processus. Ça m'amène à parler du prochain point, de bien l'informer, de lui donner toutes les informations qui sont nécessaires pour qu'elle puisse prendre les décisions adéquates, qu'on lui offre la possibilité justement de donner son consentement informé et éclairé à la procédure qui s'en vient, qu'elle comprenne aussi dans quoi elle s'embarque, autant pour ce qui est des éléments qui peuvent être réparateurs, qui aussi peuvent être des futurs obstacles qu'on va affronter ensemble également, là, en équipe avec la personne requérante. Ça, c'est le début. Là, on n'est même pas dans... je ne veux pas aller en micro-détail, mais juste avoir un climat comme ça, je pense, là, de savoir qu'il faut prendre son temps, avoir conscience de ce que la personne vient déposer. J'entends que la question du rythme est extrêmement importante et, en fait, importante, mais aussi très présente dans ce dont tu parles, Mallory, qui est somme toute différent d'une réalité qu'on a abordée dans nos autres épisodes de balado liés plus particulièrement aux personnes victimes de violences entre partenaires intimes et post-séparation, à savoir la notion d'urgence parce qu'il y a potentiellement un risque à la sécurité, à l'intégrité physique des personnes qu'on représente. Et puis, on parlait également de rythme.
dans cette approche-là, mais à un niveau différent. Donc, ce qu'on dit, ce n'est pas de ne pas prendre son temps avec les personnes victimes de violences en partenariat intime et post-séparation. Au contraire, mais je pense qu'en priorité, ce que j'entends, c'est vraiment la notion de temps et de voir de lenteur dans le fait d'entamer le processus en matière civile. Comment on adapte ça, Alexandra, dans une pratique où tout va vite, où peut-être qu'on a des exigences d'un patron qui ressent le besoin qu'on facture plus d'heures, ou dans un système où on doit aller à la cour rapidement pour diverses raisons, notamment pour être payé comme professionnel. Est-ce que tu vois une inadéquation ou au contraire, c'est possible, c'est vraiment juste de s'adapter encore une fois? Je pense que c'est vrai que ça pose des défis qui sont quand même importants pour quelqu'un qui pratique, dans une pratique plus classique. Ça va vite, on a des délais à rencontrer, des attentes. Par contre, je crois profondément que c'est essentiel de prendre ce temps-là, autant pour le bien-être de la personne qu'on représente, mais aussi pour notre dossier au final. C'est du temps qu'on investit à bien comprendre la personne, bien comprendre son dossier. Si on n'est pas en mesure de bien maîtriser les éléments factuels au début, je crois qu'ultimement... Ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper. Donc, c'est du temps qu'on perd pas là, tant que ça. Si c'est un investissement. Ça. Exactement. Si on a mis ces chaussures de lenteur, de sensibilité et d'empathie, on a rencontré probablement à diverses reprises la personne victime. Son souhait, c'est de faire un recours en dommages et intérêts contre l'auteur des violences. Elle nous donne le mandat de le faire. Quelle est la première étape par la suite? Donc, une fois qu'on a recueilli l'histoire de la personne victime ou survivante, on va rédiger notre demande introductive d'instance. Et à ce moment-là, il va falloir se poser la question également, est-ce que la personne qu'on représente veut introduire sa procédure de façon anonyme ou que son nom soit dans la procédure? Ça, c'est vraiment une question qui est entièrement qui relève de la décision de la personne parce que pour certaines personnes, c'est de mettre son nom sur la procédure, c'est de faire passer la honte dans le camp de la personne qui l'a agressé. Donc, on a des professeurs, on a des mères de famille qui veulent que leur nom soit connu. Puis, il y a d'autres personnes qui, au contraire, préfèrent rester anonymes parce qu'il y a trop de détails intimes, ça touche à leur dignité, puis c'est tout autant courageux de leur part d'introduire cette petite procédure-là, même si c'est de façon anonyme. Puis, est-ce qu'on est déjà... On n'a en fait même pas entamé la première étape du processus, puis je vois déjà une distinction avec le processus criminel, en ce sens que le processus criminel est anonymisé de facto, alors qu'on doit, dans le cadre de ce type de procédure-là, en faire la demande. Exactement. Donc, il faut rédiger une demande, il faut la présenter au tribunal, il faut attendre d'avoir un jugement sur la question pour décider après ça, est-ce que j'introduis, avec mon jugement, est-ce que j'introduis ma demande introductive d'instance anonymisée? Donc, oui, c'est déjà un premier obstacle, c'est déjà des coûts qui sont sur la table en commençant un dossier, alors que, selon nous, on pense que ça devrait être complètement au choix de la victime parce que là, on vient vraiment toucher à sa dignité, sa vie privée. C'est pas nécessaire que son nom soit là sur une procédure, par exemple, pour que le jugement ultérieur serait public puis que le public serait au courant de ce qui est pertinent par rapport à... Des moindres détails. Exactement. Des moindres détails des violences qu'elle a subies et des conséquences qui en découlent. Donc, est-ce que, et puis on est vraiment, je suis davantage dans la curiosité, mais est-ce que cette demande-là, qui n'est pas la demande introductive d'instance, donc on est en amont d'introduire notre recours, est-ce que cette demande-là fait état des violences et des conséquences également, ou c'est un peu plus succinct et puis on est moins dans les détails? C'est un peu plus succinct. Par contre, on a déjà rédigé notre demande introductive d'instance, puis on va la mettre à l'appui de notre demande d'anonymat pour dire voici le recours qu'on veut introduire. On a une déclaration sous serment de la personne victime également qui dit oui, j'ai bien subi ces violences-là. Donc, on doit quand même avoir passé à travers le processus de regarder là, en détail, puis de rédiger en détail les violences qui ont été subies. Ça reste important d'avoir une vue d'ensemble
je me mets encore une fois dans votre peau à vous parce que je ne suis que familialiste, donc le droit civil, c'est moins, pas ma tasse de thé, j'aime beaucoup ça, mais moins ma spécialité. Je vais un peu plus dans le détail peut-être, mais je trouve intéressant déjà d'entrée de jeu de comprendre et d'avoir la vue d'ensemble de toutes les étapes et de toutes les procédures pour s'assurer que nous comme praticiens, on évite au maximum la revictimisation. Qu'est-ce que tu en penses, Mallory? Est-ce que pour toi, c'est incompatible ou il y a vraiment il y a moyen que d'entrée de jeu, on amoindrisse cet aspect-là du système de justice? Oui, vraiment, il y a moyen qu'en amont, on le fasse. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont possiblement être revictimisantes par la nature du processus, mais en amont, on peut identifier toutes sortes d'obstacles d'avance, puis il y a des mesures qui existent déjà qu'on peut prendre pour venir les amoindrir. Je pense qu'Alexandra l'a très bien expliqué en quoi une demande d'anonymat, ça peut être tellement important pour une personne. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place en amont pour garantir, assurer une meilleure sécurité, là, puis une expérience davantage sécurisante pour la personne victime. Est-ce que tu veux, Alexandra, brièvement nous donner une idée de quelles sont ces différentes stratégies? Qu'est-ce que c'est le huis clos, premièrement? C'est une demande qu'on adresse au tribunal. On peut le faire à même notre demande d'anonymat ou plus tard dans le processus. C'est de demander que soit toutes les audiences ou que le procès seulement soit tenu sans la présence des membres du public. Les journalistes accrédités peuvent quand même être présents pendant un huis clos. Là, en ce moment, avec l'état du droit, c'est assez rare que ça a été demandé et octroyé des huis clos en matière de violence à caractère sexuel. On sait qu'en familial, c'est automatique. On a le huis clos justement parce qu'on on discute de détails privés de la vie des gens. Là, nous, on croit que aussi en matière de violence à caractère sexuel, on est dans des détails les plus privés qu'on pourrait être amené à discuter. Donc, ça, c'est quelque chose sur quoi on travaille, de demander le huis clos, au moins pour le témoignage. Souvent, c'est ce qui va être dit par les personnes victimes et survivantes, c'est au moins pour mon témoignage, est-ce qu'on peut éviter qu'il y ait des membres du public dans la salle parce que c'est le gros bon sens. C'est le gros bon sens, c'est le gros bon sens. Puis je veux dire, si la personne agresseur a son entourage, ses amis, sa famille qui est dans la salle, c'est comme, pour moi, c'est incompréhensible que ça puisse être le cas si la personne ne veut pas que les membres du public soient dans la salle. Ça crée un certain rapport de pouvoir aussi. Également. Donc, une autre demande hyper importante sur laquelle Jury Pop travaille. Oui. En ce moment, tu parlais tout à l'heure, Alexandra, des interrogatoires au préalable, les interrogatoires pendant le procès. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces étapes-là, obligatoires, soient revictimisantes ou en fait, peut-être qu'on ne l'évitera pas, mais on pourra s'assurer que ce le soit le moins possible. Pour l'interrogatoire au préalable, il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre. Premièrement, on peut demander à ce que ce soit en visioconférence. C'est quelque chose qui est habituellement très important pour les personnes victimes de ne pas être dans la même salle que la personne qui les a agressées. On peut également faire en sorte de faire trancher des objections de façon anticipée. On le sait, l'interrogatoire au préalable, il n'y a pas de juge qui est là, qui est présent pour trancher les objections. On est seulement avec l'avocat ou l'avocate de la partie adverse. Et il faut décider sur le champ si oui ou non le témoin va répondre à la question. Donc, d'aller devant un juge avant l'interrogatoire et de demander à ce que les objections, par exemple, on sent que ce qui va s'en venir comme question, bien, c'est des questions qui vont porter des mythes et préjugés sur les agressions sexuelles, mais on peut aller les faire trancher par un juge avant l'interrogatoire pour faire en sorte que pendant l'interrogatoire, ces questions-là ne puissent pas être permises. Donc, la personne pourrait quand même, l'avocat de la partie adverse pourrait s'essayer de les poser. Et puis, toi, comme avocate qui représente la personne victime, pourrais t'y objecter, mais tu sauras d'avance que cette objection-là, sera retenue. Exactement. Et que la personne qui est interrogée n'aura pas à répondre à la question. Donc, auquel cas, si tu t'objectes, la personne, est-ce qu'elle doit répondre quand même?
Si on n'a pas de jugement préalable, dans le fond, si l'objection que je soulève, c'est sur la base de la pertinence, la personne doit répondre. Si ce n'est pas sur la base de la pertinence, là, si on invoque, par exemple, les droits fondamentaux de la personne, le secret professionnel, je donne des exemples, elle n'aura pas à répondre. Nous, c'est sûr qu'on croit que quand on pose ce genre de questions-là, bien, c'est une atteinte aux droits fondamentaux de la personne parce qu'on vient toucher à son droit à la vie privée, à la dignité. Puis souvent, on sait, les mythes et préjugés, c'est pas du tout pertinent à la question des agressions sexuelles. Donc, ça devient tellement non pertinent que ça en est abusif. Puis quand on est dans cette situation-là là, d'abus dans la question, là encore là, la personne n'a pas à répondre. Mais c'est sûr que pour une personne qui se fait interroger puis qui voit des avocats s'obstiner puis pas savoir est-ce que je vais devoir répondre ou non, ou peut-être l'avocat va tellement insister que on ne pourra pas continuer l'interro si la personne ne répond pas, bien, ça crée un climat puis une situation qui peut être encore plus victimisante pour la personne qui se fait interroger. Quels sont ce type ou ces types de mythes et préjugés, Mallory, qui peuvent ressortir? Je dirais qu'un des classiques, entre guillemets, c'est de se référer au passé sexuel de la personne victime. Son passé de consommation ou faire un lien entre la consommation, par exemple, de substances et le fait d'avoir été agressé sexuellement. Il y a également la résistance, d'avoir, oui ou non, résisté à une agression sexuelle. Tout à fait. Puis ça, c'est un mythe qui est important parce que on le sait, là, c'est depuis longtemps démontré dans la doctrine, dans les études, dans la littérature scientifique, que la réaction la plus normale, qu'on soit un homme ou une femme ou une personne non-binaire, mais qu'on soit un humain finalement, est de figer. Donc, il y a aussi ce mythe-là que si on ne s'est pas défendu physiquement, c'est une forme de consentement, par exemple. Donc, pour nous, c'est important justement que l'avocat de la partie adverse n'aille pas dans cette voie-là du tout, parce que c'est une façon de mettre le blâme sur les épaules de la personne victime, c'est une façon de la culpabiliser aussi et de faire porter la honte, en plus que ce soit pas pertinent là, au litige du tout. Là. On sait que le consentement, c'est dans le moment présent. Intéressant. Maintenant qu'on a possiblement obtenu l'opportunité que le recours soit anonymisé, que l'audience soit à huis clos, que les interrogatoires au préalable se fassent à distance pour la personne victime, peut-être en présence d'une intervenante, peut-être sans pouvoir voir visuellement l'auteur des violences. Quelle est la prochaine étape? Parce qu'on invoque des séquelles psychologiques, il faut faire la démonstration de ces séquelles-là et on le fait par des expertises psychologiques. Donc, la prochaine étape, c'est de faire expertiser la personne. Donc, elle rencontre un expert psychologique ou psychiatre. Et encore là, ce qu'on peut faire pour mieux adapter, c'est... nous, ce qu'on constate, c'est de demander des expertises communes. Parce que, comme Mallory disait, de raconter son histoire traumatique plusieurs fois, c'est extrêmement réactivant et difficile. Donc, de faire une expertise commune, ça permet d'avoir à rencontrer un seul professionnel de la santé qui est neutre, qui a été mandaté par toutes les parties, versus de rencontrer un premier expert que nos avocats ont mandaté, puis ensuite un expert que la personne qui nous a agressés paye et mandate. Donc, il y a tout cet avantage-là au niveau de l'expertise commune qu'on croit qui est importante dans notre genre de dossier. Après ça, si, par exemple, la partie adverse refuse si la partie adverse refuse de procéder par expertise commune, c'est un pouvoir discrétionnaire du tribunal, un pouvoir de gestion d'accorder une expertise commune. Donc, on peut demander à un tribunal de mandater un expert commun et que cet expert ou experte-là soit spécialisé en matière de violence à caractère sexuel pour éviter, encore une fois, qu'il y ait des mythes et préjugés qui puissent être revéhiculés, repassés par le biais de l'expertise. Ensuite, si c'est pas accordé, puis que vraiment, ou par exemple, si la personne victime souhaite faire une expertise, une première expertise, puis passer par la contre-expertise,
On croit qu'il y a aussi des mesures qui peuvent être mises en place pour encadrer la contre-expertise. Donc, encore une fois, de demander que ça soit fait à distance, que la personne soit accompagnée par quelqu'un de confiance qui soit neutre. Puis également, de circonscrire le débat, la portée du mandat de l'expert. C'est vraiment d'évaluer les séquelles psychologiques qui découlent de l'événement, puis d'écarter s'il y a d'autres causes qui peuvent avoir un impact sur... Ce qui est possible. Ce qui est tout à fait possible. Mais dans les limites, quand même dans les limites de ce qui est pertinent puis de ce qui n'est pas revictimisant, dans le sens qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des détails sur la vie privée, sur des traumatismes antérieurs. On a besoin de savoir qu'ils existent, par exemple, qu'il y a certains préjudices qui en ont découlé, mais de creuser davantage que ça, bien encore là, on rentre dans la vie privée puis c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Donc, par exemple, une personne victime qu'on représente est atteinte d'une maladie auto-immune qui lui amène plusieurs conséquences sur son quotidien, dans sa vie privée, dans le fait de pouvoir ou non faire des activités au soleil, par exemple. Ces conséquences-là et ce qu'elle vit, ce qui en découle, on ne voudrait pas que ce soit inclus ou que ça fasse partie de l'expertise liée à nos demandes dans le cadre du recours en dommages et intérêts, par exemple. Exactement. Donc, c'est sûr que l'expert doit avoir connaissance de cette condition-là, mais c'est pas le moment de faire une évaluation globale et complète et d'obtenir tous les diagnostics possibles sur la personne. Il faut quand même rester dans le cadre de quelles sont les séquelles psychologiques qui découlent des événements en litige. Pourquoi c'est important pour une personne victime, Mallory, de se concentrer uniquement sur cet aspect-là et non pas... parce que je me mets dans la peau de n'importe qui. Qu'est-ce que ça change que tout soit su versus se concentrer uniquement sur les violences, les traumas qui en découlent? Ça peut être important, peut-être que ça peut être révélateur. Oui, mais je pense que c'est de revenir au fait que ces informations-là vont être partagées à la personne autrice des violences à caractère sexuel. Donc, est-ce qu'on a envie que cette personne-là sache les détails les plus intimes et privés de notre vie, par exemple? Parfois, c'est des choses qu'on ne dirait même pas à notre meilleur ami. Est-ce qu'on veut le dire à la personne autrice des violences, par exemple, des conflits conjugaux, des traumatismes vécus à l'enfance? Pour reprendre ton exemple de maladie auto-immune, c'est quelque chose qui peut beaucoup affecter la vie d'une personne, puis elle n'est pas nécessairement en vie. Encore une fois, que la partie adverse sache ces choses-là, sache ce qui lui arrive parfois de difficile ou de négatif, un peu comme si ça donne symboliquement aussi encore un pouvoir à la personne autrice des violences, d'être au courant de ces choses-là. C'est comme de ne pas non plus vouloir donner une certaine satisfaction, je pense, symboliquement. À cette personne-là. Nous, ce qu'on voit beaucoup là, avec nos expertises, on a une experte qui est psychologue et aussi kinésiologue. Il y a parfois des liens entre maladies auto-immunes, cancer, tout ce qui est troubles gastro-intestinaux et traumatismes sexuels. Donc, ça peut être utile de les présenter, mais vraiment plus en termes de comment le trauma peut impacter le corps, s'il y a un lien. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de lien, dans ce cas-ci, personne n'a besoin de le savoir. Là. Ça peut rester confidentiel. Puis j'imagine que c'est là où le travail en multidisciplinarité devient intéressant parce que un regard purement juridique va pas nécessairement avoir le réflexe de caviarder une information essentiellement clinique dans un dossier médical ou dans un rapport d'expertise. Est-ce que, puis là, je vous mets sur le spot, mais avez-vous un exemple d'une situation où, que ce soit toi, Alexandra, ou une autre avocate de l'équipe, il y a eu un moment où le clinique et le juridique, sans être en confrontation, mais c'était dans votre angle de mort, en fait, qu'un élément médical pouvait avoir un impact sur la revictimisation ou la réactivation, en fait, des traumas de la personne qu'on représente? Oui, moi, c'était bon au niveau du caviardage, mais je dirais, c'est ça, en ayant une pratique plus classique, pour moi, c'était clair, expertise contre expertise. Si l'expertise commune n'est pas acceptée, bien, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Puis c'est vrai que je me souviens que Mallory nous a quand même challengé, si on veut dire, sur la question, bien, est-ce que c'est nécessaire de faire une contre-expertise? Dans quel cadre on va la faire? Comment on peut l'encadrer? Puis c'est là où j'ai vraiment pris conscience que c'était dans mon angle mort. Pour moi, c'est prévu au code, c'est comme ça qu'on procède dans les dossiers en préjudice corporel. Il faut que la partie adverse ait l'occasion de contre-expertiser l'état psychologique de la personne. Mais avec le point de vue clinique de Mallory, ça a fait en sorte que j'ai juste travaillé plus fort sur, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de façon pratique, mais en utilisant le droit pour trouver une nouvelle façon de faire la contre-expertise qui pourrait être plus douce, même si c'est pas un processus qui est doux du tout. C'est là où on voit que le droit nous donne un cadre précis, mais ne nous interdit pas nécessairement de réfléchir en dehors de celui-ci, quoique, donc si on peut influencer des consoeurs et des confrères, faisons-le. Puis je dirais qu'une bonne façon d'éviter les conflits cliniques juridiques, c'est de consulter la personne victime aussi. On voit avec elle qu'est-ce qu'on pense présenter, qu'est-ce qu'elle considère sensible. Puis là, on peut après ça réfléchir aux raisons cliniques, juridiques, de ne pas présenter certains des préjudices, mais au fond, en lui demandant ce qui est sensible pour elle, je pense que c'est la bonne façon de ne pas se tromper finalement, puis de ne pas la victimiser secondairement là, à notre insu. Donc, déjà, on est quoi? On est à la moitié du processus ou pas encore lorsqu'on aura terminé l'expertise de la contre-expertise? Oui, on est presque à la fin là, du parcours avant l'inscription du dossier, donc avant le moment où on déclare être prêt à aller à procès au tribunal. Puis en termes de durée, si tout va bien puis on est les personnes les plus chanceuses du monde, combien de temps ça nous prend? C'est censé prendre 6 mois. Mais dans les faits, c'est un processus qui peut aller facilement jusqu'à 1 an là, pour compléter toutes ces étapes-là. On sait également, on a parlé de l'expertise psychologique, mais on sait aussi que les personnes qui ont vécu de la violence sexuelle dans leur enfance peuvent avoir aussi eu des impacts sur leur capacité à gagner de l'argent. Donc, il y a aussi des expertises qui peuvent être ajoutées en actuariat, en employabilité pour faire cette preuve-là. Et ce qui est quand même un défi, c'est que toute la preuve d'expertise actuarielle va dépendre de ce qui a été constaté au niveau de l'expertise psychologique. Donc, les délais peuvent facilement découler là, de cette, disons, ce domino là, d'expertise qui doit être réalisé. Puis comment j'imagine comme avocat, c'est stimulant d'être en mesure de pouvoir expliquer rationnellement des causes, les conséquences vécu des traumatismes, et comment on explique à la personne qu'on représente, Mallory, cette longueur, le temps que ça prend, le nombre d'étapes à traverser pour finalement arriver pas à un résultat, arriver à l'inscription. Donc, arriver à dire « OK, on est prêt, là, on peut le faire ». Mais je pense que c'est important de la suivre tout au long, de lui expliquer c'est quoi les étapes, les délais, entre chacune des étapes. Par exemple, pour notre équipe, on a créé un schéma du processus civil avec les grandes étapes, puis ensuite, pour chaque grande étape, les mini-étapes, ce qui permet à la personne, dès le début, d'avoir un portrait global sur le processus. Et au fur et à mesure, on se rassoit, on regarde dans quelle grande étape on est rendu avec les mini-étapes qui sont dedans. Ça permet de garder un peu, de garder une vue d'ensemble sur ce qui s'en vient, sur les délais, mais comment on l'explique, je ne sais pas vraiment en termes de... C'est le système qui est possiblement engorgé. C'est des étapes qui prennent du temps. Parfois, pour moi, ça peut être aussi contre-intuitif. Je pense que je comprends aussi leur incompréhension que, somme toute, ça prenne de 2 à 3 ans, par exemple. Là, au criminel, on peut aller encore plus longuement que ça. Mais je dirais que c'est difficile de leur expliquer de façon logique, nécessairement. C'est plus de les préparer, qu'elles sachent à quoi s'attendre au final, pour éviter des déceptions aussi, des attentes déçues. Ce que j'entends surtout, c'est à chaque étape, aussi petite soit-elle, de
recadrer les attentes, de s'assurer que celles qu'on avait peut-être nommées antérieurement sont les mêmes ou au contraire, elles ont changé, puis que la personne qu'on représente est toujours disponible, disposée pour continuer le processus. Tout à fait. Puis ça, c'est une grande partie de mon travail aussi, hein, d'offrir ce suivi-là, ce soutien-là tout au long. Si on se rend compte qu'il y a un découragement ou un épuisement juridique aussi, là, un épuisement en lien avec tout ça, de prendre ces moments-là aussi pour se rappeler les raisons pour qu'on s'engage dans le processus, donner du temps de réflexion également. Mais tout à fait, là, vraiment, que les personnes victimes sachent ce qui s'en vient, c'est vraiment important. Puis de ne pas hésiter à faire des rappels parce que personne connaît ce système-là vraiment, à moins de travailler dans le domaine. Donc, de faire des rappels fréquents. Oui. Puis des fois, on l'a expliqué 2-3 fois, puis la personne ne s'en rappelle pas. Pour la raison que je viens d'expliquer, parfois aussi, hein, en lien avec le risque traumatique, c'est plus difficile là, de se rappeler de certaines choses. Par exemple, la mémoire peut être affectée dans les moments de haut stress. Donc oui, c'est ces rappels-là fréquents. J'ai envie qu'on réfléchisse à comment les personnes qui n'ont pas la chance qu'on a de travailler en multidisciplinarité chez Jury-Pop peuvent quand même travailler en multidisciplinarité différemment, mais que des services cliniques, il en existe plusieurs, que les personnes victimes peuvent s'en pourvoir, mais aussi que les avocats, les avocates peuvent ou développer des connaissances ou travailler en partenariat avec différents intervenants sur le terrain. Rassurez-moi, c'est possible de le faire à l'extérieur de chez Jury-Pop? Tout à fait. Nous, on le fait même parfois en multidisciplinaire avec d'autres intervenants. Donc, je peux donner un exemple, mais parfois, on a quelqu'un qui est suivi déjà par une intervenante, par exemple, une ou un intervenant de CAVAC, de CALAX, de maison d'hébergement, si la violence sexuelle était dans un contexte relationnel. Puis, après ça, on peut penser en dehors de la boîte, là, donc think outside the box, mais on peut inviter ces intervenantes-là au moment clé, par exemple, à accompagner, par exemple, lors des pratiques d'interrogatoire, à accompagner lorsqu'on récolte les détails du récit traumatique. Puis ce qui est utile dans ces cas-là, c'est que la personne intervenante peut être présente avant le rendez-vous, pendant et un peu après. Donc, elle sert vraiment de filet de sécurité. Si on a une personne qui se désorganise ou qui tombe en crise, par exemple, psychosociale, à cause qu'elle a été déclenchée. Par déclencher, c'est la réactivation là, du traumatisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la réactivation du traumatisme, pour quelqu'un qui peut-être l'a vécu, mais ne savait pas que c'est ça qui arrivait de... quelqu'un étant un avocat, par exemple, ne savait pas que c'est ça qui est arrivé, puis a peut-être eu des préjugés par rapport à la situation. Qu'est-ce que ça veut dire, ou rapidement, comment ça peut se manifester? Ça peut se manifester de différentes façons. Dans le fond, c'est de penser qu'il y a un déclencheur qui rappelle le traumatisme et donc va réactiver des conséquences ou des émotions. À quoi ça ressemble? Ça peut être quelqu'un qui tombe en crise émotionnelle, donc des pleurs, de la colère, de l'anxiété, une crise de panique, par exemple, de la dissociation. Donc, on voit la personne qui est devant nous, mais elle semble absente, un peu en dehors de son corps. C'est une façon de se protéger aussi, hein, de se déconnecter de la réalité pendant un moment. Ça peut être malheureusement aussi l'apparition d'idées suicidaires, d'une crise suicidaire. Parfois, les personnes peuvent se voir réactiver des conséquences qu'il y avait dans le passé, du genre troubles alimentaires pendant un moment, parce qu'elles reparlent de leur trauma, finalement. Ouais. Donc, Alexandra, est-ce que tu vois cette possibilité-là de faire un travail plus cartésien ou plus classique, comme tu disais tantôt, mais aussi, de l'autre côté, représenter une personne victime dans une procédure en dommages, puis faire équipe avec une intervenante qu'elle a déjà ou une intervenante qu'elle va avoir, ou toi, faire des démarches pour trouver de l'information, du soutien dont toi, comme professionnel, tu pourrais avoir besoin? Oui, à 100%. Je pense, encore une fois, c'est que ça va favoriser le bien-être de la personne, puis ça va favoriser ultimement ce qui va ressortir du dossier. Si la personne est bien
bien encadrée, bien appuyée, qu'elle peut, tu sais, qu'elle va pas décrocher en cours de chemin parce que c'est trop difficile ou que on sera plus en mesure de travailler bien ensemble parce que chaque étape est tellement difficile, ben ça fait juste faire en sorte que ultimement le travail se facilite aussi. Donc je pense qu'il y a façon de comme combiner le côté cartésien et le côté plus émotionnel, mais moi, je dirais que, puis je pense que peut-être je le prends pour acquis parce que là, on a quelqu'un à l'interne, on a Mallory à l'interne, donc je ne l'ai pas mentionné pour l'interrogatoire au préalable, par exemple, où Mallory est présente à côté de la personne qui est interrogée. C'est quelque chose qui est tellement important. Tu sais, elle peut lui prendre la main, elle peut avant avoir, tu sais, elle peut avoir des boules de anti-stress, une petite chandelle. Il y a comme tout plein d'éléments que Mallory va mettre en place qui va faire en sorte que l'interrogatoire ça va être plus facile de le faire. Puis effectivement, je pense que ça, on peut aller chercher à l'extérieur aussi. On peut faire une demande pour que l'intervenante externe soit présente à l'interrogatoire, puis de solliciter nos confrères, consoeurs à leur demander est-ce que c'est possible de faire cet accommodement-là, que quelqu'un de l'extérieur soit là. Puis si c'est pas le cas, bien pourquoi pas aller, s'il y a un refus, pourquoi pas aller devant le tribunal puis demander cet accompagnement-là. Je crois que c'est vraiment important. Ça fait une grosse différence dans comment ça se passe pour la personne victime. Puis j'ajouterais à ça que moi, ce que j'observe, c'est que ça permet aussi à mes collègues avocates de se concentrer sur leur travail. Ils savent que moi, je suis à côté de la personne requérante, que je suis là pour la sécuriser, protéger son bien-être aussi. Alors, elles peuvent se concentrer sur la tâche du moment juridique, exactement. Puis d'être en contact avec une spécialiste clinique, avec une intervenante sociale, ça fait aussi qu'on apprend, nous aussi, à comment, tu sais, en observant. Donc, on apprend quel genre de technique on peut mettre en place. Donc, c'est aussi bénéfique pour quelqu'un qui n'a pas la chance de toujours travailler avec un intervenant social, bien, d'être en contact au moins quelques fois, bien, ça permet de développer certains réflexes, certaines façons de répondre à des moments difficiles. Cela étant dit, le travail multidisciplinaire, parce que c'est un amalgame entre le trait juridique et le trait clinique qu'on tente de créer, puis en fait qu'on tente de mettre en lumière et auquel on veut trouver des solutions aussi. Ça demande un effort, mais c'est possible de le mettre en pratique. Et ça, parce que à la base, toute personne victime de violence à caractère sexuel, en fait, tout être humain est en situation de vulnérabilité devant notre grand système de justice. Ça devient encore plus vrai pour une personne victime de trauma. Puis il va y avoir énormément de bouleversements émotionnels à toutes les étapes d'un recours. Maintenant qu'on a passer à travers toutes ces étapes du processus et qu'on est donc au moment de dire on est prêt et qu'on aura éventuellement le procès. Donc, on a entre 1 et 3 ans d'attente. Tout ce qu'on vient de nommer sont des étapes relativement complexes parce qu'elles ne sont pas que juridiques et cartésiennes, mais font appel à ce que l'humain a de plus précieux et fondamental. Donc, son vécu et les impacts de celui-ci sur lui-même. Ça a probablement coûté beaucoup de sous. Il y a eu des déceptions. Il y a eu des moments de crainte. Il y a probablement eu des joies aussi, des petites victoires. Si on a obtenu toutes les mesures d'accommodement qu'on a demandées et si nos demandes ont été acceptées aussi, il y a, je pense, plusieurs petites victoires au sein du processus. Est-ce qu'on peut dire que le système de justice civile a un pouvoir réparateur sur le vécu des personnes victimes de violences à caractère sexuel? Est-ce que c'est juste? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a différentes occasions de reprise de pouvoir qui vont avoir cet effet-là réparateur. Puis dans l'idéal, là, si on peut toutes les avoir, ça va être encore plus réparateur. Mais par exemple, beaucoup de personnes qu'on accompagne vont dire juste le fait de dénoncer, d'oser
faire la demande introductive d'instance, donc se positionner en tant que personne victime, puis de remettre la honte, remettre la culpabilité à la personne autrice. C'est une grande étape. Puis pour elle, c'est l'aboutissement d'un cheminement souvent où ils ont vécu possiblement des mois, des années dans la honte et le sentiment de culpabilité. Ça permet aussi de reprendre un certain contrôle sur son récit, sur le narratif de son histoire, de comprendre aussi comment la violence sexuelle s'est produite, comment elle s'est décortiquée, de comprendre les effets sur elle, éventuellement d'avoir ce recul-là, amène également un certain cheminement là, psychologique qui est réparateur, parfois de nommer les conséquences devant la personne autrice des violences. Donc, on sait qu'elle nous écoute, qu'elle va le savoir. Donc, c'est une façon d'avoir une communication envers cette personne-là. Également, un avantage, être maître de son dossier aussi. Donc, elle n'est pas un témoin dans ce cas-ci, c'est elle, la personne au centre de l'expérience et qui peut faire différents choix finalement à travers ce processus-là. Et là, l'idéal de l'idéal, c'est que si le jugement est favorable, bien parfois ça l'amène également, ça l'amène une reconnaissance de ce que j'ai vécu, on le reconnaît. Il y a un processus judiciaire qui le reconnaît. Puis ça peut être très apaisant. Et au final, également, d'avoir des intérêts en lien avec les préjudices. Donc, de recevoir un montant d'argent. Parfois, c'est symbolique pour les raisons que Alex a dit. Parfois, c'est des personnes qui n'ont pas pu aller au maximum de leur potentiel, vu les conséquences traumatiques, leur potentiel d'études, leur potentiel d'employabilité, par exemple. Donc, de recevoir un montant pour réparer ça, pour payer la thérapie, parfois aussi pour créer des nouvelles expériences positives. Donc, on a des personnes qui veulent aller aux études avec ce montant-là, voyager avec leur famille, se marier, par exemple, mais de prendre une expérience fondamentalement négative, qui est l'agression sexuelle, mais de la transformer en expérience positive puis de créer des souvenirs aussi avec ça. Intéressant. Alexandra, qu'est-ce qu'on fait comme avocat, comme juriste dans notre tête? Puis vraiment, là, je le dis, mais toi et moi, comme avocate, ça nous correspond peut-être moins, mais dans notre tête théorique et cartésienne, qu'est-ce qu'on fait avec un jugement favorable? Comme ce dont Mallory parle, un jugement qui non seulement reconnaît les violences, mais les compense financièrement. C'est sûr qu'on s'en réjouit parce que tout le processus réparateur, justement, qui nous a amené à avoir ce jugement-là, on a utilisé... on a essayé de penser en dehors de la boîte, de trouver des façons innovantes, d'arriver à ce jugement-là. Donc, c'est certain que c'est une grande victoire de savoir que d'avoir mis en place toutes ces adaptations-là, bien, ça peut mener à un jugement qui est favorable. Puis de savoir aussi que bien, ce jugement favorable-là, il va changer tranquillement. On change le droit avec chaque petite décision qu'on obtient. Bien, on change le droit, on change les règles du jeu, puis on fait en sorte que les personnes victimes ont de la jurisprudence qui est en leur faveur, sur laquelle elles peuvent s'appuyer quand elles décident d'entreprendre un recours. Parce que la jurisprudence, à l'heure actuelle, n'est pas nécessairement un atout ou une carte supplémentaire dans notre jeu, comme tu disais, en faveur des personnes victimes, ou plutôt en faveur de la reconnaissance de leur traumatisme à la hauteur des conséquences, en fait. Exactement. Oui, il y a de la jurisprudence qui condamne au civil des parties agresseurs à verser des montants d'argent, mais c'est des sommes qui sont très faibles et on sent qu'il n'y a pas une reconnaissance complète là, des séquelles qui sont vécues par la personne victime quand c'est ce genre de somme-là qui est octroyé, alors que dans d'autres situations où on parle de séquelles physiques ou de séquelles psychologiques, mais qui ne sont pas ici de violences à caractère sexuel, on a des montants qui sont beaucoup plus élevés qui sont octroyés. Donc, c'est certain que oui, la jurisprudence en ce moment, on peut l'améliorer, on peut travailler à avoir des meilleures décisions. Donc, chaque nouvelle décision qu'on peut avoir, c'est certain que ça va faire une différence, je pense, concrètement. Là, Ça va contribuer à l'amélioration du droit. Exactement. En fait. Ce que j'entends là, de notre conversation, c'est que le système de justice civile peut définitivement faire mieux, peut définitivement s'adapter, doit lui aussi
recevoir un électrochoc, mais n'a rien à envier au processus criminel, en ce sens que lui aussi permet d'offrir une réparation aux personnes victimes de violences à caractère sexuel et ultimement, peut-être même davantage que le processus criminel? Je pense que oui, parce que parfois, on a aussi des personnes qui ont passé par le système criminel, qui se sont rendues à avoir un procès, à avoir un jugement favorable, mais qui considèrent que la peine octroyée était insuffisante, pas à la hauteur. Exactement. Par exemple, quelqu'un qui se fait agresser pendant 5 ans, à toutes les semaines, mais va voir la personne autrice des violences faire, par exemple, 3 mois de prison. Donc, dans ces moments-là, les personnes, oui, sont reconnues par le système, mais ne se sentent pas reconnues par la peine. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit, nous, dans ces contextes-là, au civil, où parfois ça fait 10 ans, par exemple, qu'il y a eu le procès au criminel, mais c'est que la personne autrice des violences ne reconnaît toujours pas l'impact de ses gestes, la gravité et les conséquences. Puis clairement que la peine aux criminels n'est pas quelque chose qui les a fait réfléchir et beaucoup impacté. Donc parfois, le fait de devoir débourser un grand montant, là, c'est davantage punitif. C'est davantage perçu comme une conséquence importante qui va également affecter la vie de la personne autrice de la violence sexuelle, donc ce qui amène aussi un plus grand sentiment de justice, finalement, pour la personne victime. Alexandra Mallory, ça a été un plaisir de discuter avec vous d'un sujet qui définitivement vous passionne. Si je vous demande votre mot de la fin pour conclure notre conversation, Alexandra, qu'est-ce qui est à retenir de ce dont on vient de se parler? Je pense que c'est assez clair que le parcours d'une personne victime dans le processus civil est aussi un parcours qui est très long, qui est difficile. Puis je crois qu'en tant que juriste, en tant que société, il faut reconnaître ça, que c'est pas un parcours qui est facile, puis que quand une personne décide d'aller au bout de ça, c'est pas juste parce qu'elle veut de l'argent ou parce qu'elle veut faire payer la personne, c'est vraiment parce qu'il y a un besoin de réparation profond, puis qu'il faut... Faut pas avoir un préjugé nécessairement. Exactement. De ton côté, Mallory? De mon côté, je pense que je tiens à dire que c'est correct en tant que juriste d'avoir ces zones d'inconfort, ces zones d'incertitude. Hein? C'est pas la pratique de base, c'est pas la formation de base non plus. Puis de pas hésiter à consulter justement une intervenante ou l'intervenante de la personne qu'on représente, de pas hésiter à aller chercher de la formation, par exemple, qui est sensible au traumatisme, juste pour adapter notre façon de poser des questions, notre façon d'interagir. C'est toutes des choses qui sont accessibles. Si on agit avec humilité, ça veut dire qu'on a le droit, nous aussi, comme praticiens ou comme intervenants, de se tromper, de pas nécessairement avoir eu la meilleure approche possible, la meilleure intervention possible devant une situation qui nous rendait inconfortable, mais au moins on va avoir la posture pour se reprendre, puis pour apprendre, puis pour être meilleur par la suite. Et pour se rappeler que comme civiliste, notre travail peut vraiment faire une grande différence, même voire plus grande qu'on peut l'estimer dans la vie des personnes qu'on représente. Je vous remercie d'être venu parler avec moi. Merci, Justine. Merci, Justine. Si ce balado a suscité votre intérêt, piqué votre curiosité, semé une graine dans votre esprit pour pratiquer différemment, on vous invite à suivre nos autres contenus de formation disponibles sur le site Internet de JuryPop. On se retrouve en 2024 pour de nouveaux épisodes de Jury Balado qui compléteront notre série sur les violences entre partenaires intimes et post-séparation et sur les violences à caractère sexuel. Ce balado est entièrement financé par le ministère de la Justice du Québec.